Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette deuxième édition de l'Investir Day, une édition évidemment particulière. François Monnier vient de vous le dire, nous ne pouvons hélas pas vous rencontrer cette année, mais nous sommes là en vidéo avec les masques et évidemment nous sommes là pour vous permettre d'y voir plus clair dans vos choix d'investissement. Investissement, pourquoi pas responsable, pourquoi pas éthique. Je veux évidemment parler des investissements autour de la thématique ESG. C'est ce dont nous allons parler autour de ce plateau aujourd'hui. Comment donner du sens à son épargne ? Une pratique ESG, une pratique d'investissement qui est montée en puissance maintenant depuis de nombreuses années et qui aujourd'hui affiche des encours assez considérables au sein de la gestion d'actifs. Une pratique qui veut surtout tenir compte d'enjeux environnementaux, c'est le E de ESG, sociétaux et sociaux, c'est le S, et aussi qui veut tenir compte de la bonne gouvernance des entreprises, c'est le G. Pour en parler avec nous, trois spécialistes aujourd'hui. Pour en parler, donc Sabine Lockman, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de Vigeo Eiris, agence de notation extra-financière dans le groupe Moody's. Et nous verrons notamment avec vous comment vous faites pour attribuer les bonnes ou les mauvaises notes aux sociétés cotées. Avec nous aussi deux gérants spécialistes de l'investissement ESG. David Souprina, gérant chez Candriam, bonjour. Bonjour. Et Aymeric Préaubert chez Sycomore Asset Management, bonjour, maintenant dans le groupe Generali. Bonsoir Arnaud. Alors messieurs, on va commencer avec vous. La gestion ESG, on a envie de savoir quel est un petit peu son poids dans l'ensemble de la gestion, dans le monde de la gestion d'actifs. Par exemple, chez Candriam, je crois que vous gérez environ 130, je ne dis pas de bêtises, 130 milliards. Vous avez 130 milliards d'euros sous gestion. Les fonds ESG, ça représente combien dans cet ensemble ? Alors là, notre gamme de fonds ESG représente environ 50 milliards. Ça couvre toutes les classes d'actifs, le principal région, des fonds thématiques. Et donc là, je vous parle vraiment des fonds, je dirais, dark green. Maintenant, vous avez aussi des fonds qui intègrent l'ESG dans la prise de décision de la sélection des titres. Et là, on rajouterait 30 milliards sur les 132 milliards que nous gérons actuellement. Donc chez Candriam, la thématique ESG, ça fait de longues années que vous vous penchez dessus. Vous n'êtes pas venu dans le sens du vent. Ça fait un moment que vous travaillez sur cette thématique-là. Tout à fait, oui. On a lancé notre premier fonds durable en 1996. Donc ça fait maintenant 25 ans pratiquement. On était parmi les signataires fondateurs des PRI en 2006 et nous sommes une des maisons de gestion avec la plus grande équipe d'analyse ESG qui compte aujourd'hui 15 personnes. D'ailleurs à cette époque ça ne s'appelait pas forcément ESG peut-être. Non, l'ESG est venu après comme acronyme. À l'époque on parlait d'investissement éthique, investissement durable éventuellement. Mais in fine l'ESG c'est l'investissement éthique plus toute une série d'aspects liés à l'environnement, comme vous l'avez dit, aux aspects sociaux et à la gouvernance. Aymeric Préaubert, chez Sycomore, que pèsent les fonds ESG dans l'ensemble de vos encours ? Alors il y a 3 points. Le premier point, c'est que dès notre création, avec mes associés, nous avons intégré des critères extra-financiers dans l'analyse des valeurs. Donc ça remonte à 2001. Et ça, c'est quelque chose qui pour nous est essentiel. On fait de l'analyse fondamentale, donc on ne met pas de priorité entre l'analyse financière et extra-financière. Ça, on va y revenir, effectivement, c'est important. Liés. Le second point, c'est que sur 100% des valeurs que nous suivons, nous intégrons ces critères ESG. Donc les critères non financiers ont un impact, et quand je dis ont un impact, c'est qu'ils participent directement à la définition de l'objectif de cours, et donc à la construction des portefeuilles. Et le troisième point, pour répondre à votre question, c'est qu'aujourd'hui, nous avons des fonds labellisés qui représentent un peu plus de 60% de nos actifs, c'est-à-dire à peu près 4 milliards sur des actifs de 7 milliards. D'accord. Alors, on parle quand même de ESG, mais de bourse, et on a envie de gagner de l'argent, de faire de la performance. Depuis le 1er janvier, quelle est la performance des fonds ESG ? Un investisseur qui aurait misé sur la thématique ESG depuis le 1er janvier, est-ce qu'il aurait fait mieux que s'il avait investi sur les grands indices. David Souprina ? Alors, je peux parler de ce que je connais, c'est-à-dire les fonds de Candriam. Et oui, il se trouve qu'en effet, les fonds ESG de Candriam ont très bien performé cette année durant cette période très difficile avec des mouvements très mouvementés au niveau des marchés. Que ce soit sur les marchés émergents, nos fonds
marché émergent dette et actions, qui chacun font des performances supérieures à leurs indices de référence de 2 à 3%, ou des fonds plus thématiques, comme le fonds sur l'action climat, le changement Climate Action, le fonds Candriam Oncologie, qui investit dans des sociétés à la pointe sur le diagnostic et le traitement du cancer, ou encore un exemple parmi d'autres, le fonds Candriam SRI Equity Europe, qui lui fait 7% de plus que son indice cette année. Donc en effet, l'ESG cette année a traversé cette crise en démontrant la validité et la pertinence, selon nous, des critères extra-financiers, qu'on appelait extra-financiers, mais je pense de plus en plus, ils démontrent qu'ils ont un vrai impact financier sur les entreprises et sur la performance des fonds. Chez Sycomore aussi, Aymeric Préaubert, vous êtes parvenu à aller chercher de la performance via l'ESG cette année? La réponse est clairement oui. Ce que je voudrais dire, c'est que, nous apprécions beaucoup ce mouvement actuel où tout le monde, en tout cas, je ne sais pas si tout le monde fait de l'ESG, mais tout le monde parle de l'ESG, et tant mieux, parce que c'est fait de manière de plus en plus sincère. Et quand nous avons, et nous sommes très à l'aise avec ça, parce que je le disais, on le fait depuis le début, et si on l'a fait, je vais être parfaitement honnête et transparent, c'est que nous pensions que ça nous permettait d'améliorer la performance pour nos clients. C'est pour ça que l'on a fait, parce que de manière très simple, on pourrait en parler pendant des heures, c'est une analyse des risques finalement, et aussi les sociétés qui respectent ces critères pensent en général, après c'est au cas par cas, on fait du stock picking, tout le monde n'est pas à mettre dans le même sac, mais pensent plus loin, essayent de chercher dans ces nouvelles régulations, qui ont aussi leur rôle à jouer, des relais de croissance. Donc l'ESG, à un moment donné, on pouvait dire, finalement, ça exclut des sociétés, et donc on se prive de performances potentielles. Nous, on pense que c'est l'inverse. On dit, on a toujours notre prisme financier, bien évidemment, on achète des modèles économiques performants, mais en plus, on a cette exigence, donc on est plus exigeant. Et donc, ça donne quoi? Par exemple, je prends notre gamme thématique. Déjà, tous nos fonds actions longs sont positifs, ce qui est quand même en soi, pour une année qui a été une année de crise, pas si mal. Je pense au fonds Happy at Work qui a comme critère d'éligibilité des sociétés qui gèrent particulièrement bien, qui ont une attention particulière à leur personnel, ce qui est essentiel, qui est aujourd'hui à une performance d'environ 10 points supérieure à l'indice sur cette année. Et le fonds Éco-Solutions qui investit sur la transition énergétique, lui a une surperformance encore plus forte. Alors, c'est plus de 15 points de mieux que l'indice, je crois que c'est 17 points de mieux que l'indice. Ce que je voudrais dire, c'est qu'on ne fera pas ça tous les ans, bien sûr, mais au-delà de l'année 2020, qui est une très bonne année, ces sociétés, souvent de qualité de croissance, ont aussi montré, et cette approche a montré son succès sur longue période. Est-ce que la crise Covid et tout ce qu'elle a amené avec elle a été un facteur accélérateur, en fait, de prise de conscience, Aymeric, des investisseurs, notamment, des enjeux, de ces enjeux-là? Ce n'est pas le seul catalyseur, mais je pense qu'effectivement, ça a accru la nécessité de s'intéresser à ces sujets. Et effectivement, l'actualité de 2020, c'est une année dramatique sur le plan sanitaire, sur le plan économique, dont les conséquences ne sont pas terminées. Mais je dirais qu'au-delà de ces éléments qui sont très, très graves à court terme, c'est aussi une année de basculement, puisque l'ESG, aujourd'hui, c'est devenu, je dirais, le plain vanilla, comme on dit en anglais. C'est vraiment on ne peut pas ne pas en parler. Et ce qui va être discriminant, et maintenant, tant les investisseurs que les clients qui souhaitent avoir de l'impact, que les sociétés, mettent ça, dans l'immense majorité, au cœur de leurs préoccupations. L'étape suivante, c'est très bien d'en parler. Maintenant, comment on le fait? Quelles sont les métriques que l'on regarde et les méthodologies? Je ne sais pas si on aura le temps d'en parler ce soir, mais en tout cas, c'est ça notre démarche chez Sycomore, c'est développer des méthodologies qui permettent d'appréhender ces sujets qui sont extrêmement complexes et d'essayer d'avoir une vision objective sur des sujets non quantitatifs. C'est un chantier passionnant, mais ça demande beaucoup d'organisation et une équipe importante. Nous sommes 25 aujourd'hui dans l'équipe. La méthodologie, justement, on va en parler avec vous. Je me tourne vers vous, Sabine Lockman, donc, que vous dirigez Vigeo Eiris, agence de notation extra-financière. On a envie que vous nous expliquiez comment ça fonctionne, comment est-ce que vous attribuez les notes aux sociétés cotées. Alors, d'abord, on a pratiquement 200 analystes spécialistes de l'ESG qui travaillent dans plus de 41 secteurs pour analyser effectivement les différents critères dont vous avez parlé, qui sont les critères environnementaux, sociaux, de gouvernance. Souvent, il y a un grand mystère autour de la façon dont on évalue les entreprises. Alors, elles sont évaluées par ces spécialistes. Aujourd'hui, c'est devenu un standard sur une base annuelle. Donc, tous les ans, nous revoyons les notations de l'ensemble de nos couvertures. En fonction de la qualité de l'analyse, c'est-à-dire si on est sur une analyse ESG la plus complète et la plus exhaustive possible, aujourd'hui, nous évaluons 5000 valeurs.
Nous sommes en train de travailler pour passer à 10 000 valeurs. Et donc ça, on a un enjeu et c'est d'ailleurs notre association avec Moody's qui est en train de nous permettre de basculer, de passer de 5 000 valeurs couvertes à 10 000 valeurs. Voilà, on y travaille pour que ce soit fait d'ici une année. La deuxième chose, c'est qu'on apprécie également, et on l'a beaucoup vu, notamment à la une d'un certain nombre de journaux économiques, les controverses qui viennent tous les jours. Et on a depuis le début de la crise calculé le nombre de controverses sur près de 8000 valeurs. Et on a pu détecter 3 éléments qui reviennent de façon régulière et qui peuvent impacter la notation effectivement de l'émetteur en fonction de cette controverse. La première, et vous l'avez mentionné indirectement au travers de ce fonds Happy at Work, c'est vraiment la santé au travail et la façon dont les salariés, mais également les salariés des sous-traitants et la chaîne de valeur des groupes cotés sont accompagnés. Et donc ça, on a ou bien des alertes qui sont envoyées aux investisseurs et qui leur signalent des comportements critiquables ou au contraire des comportements à valoriser et qui ont un impact ou qui peuvent avoir un impact si ce sont des controverses sévères ou majeures. On a également un sujet sur la relation avec les sous-traitants qui, là aussi, impacte l'intégralité de la chaîne de valeur sur une activité donnée, sur un territoire donné, et pas simplement dans un pays, mais ça peut être sur toute une partie du globe. Ça, c'est quoi? C'est plutôt le S du ESG ou ça se catégorise en quel... C'est à la fois le S et le E. Et pour revenir aussi sur ce qui a été dit précédemment, ce que la crise nous a appris finalement dans un espace-temps absolument condensé, c'est que brusquement, on a découvert que la partie sociale avait une matérialité. On a parlé tout à l'heure de la partie environnementale. C'est vrai que les premiers fonds dédiés au sujet, alors peut-être pas à l'origine vraiment dédiés au climat, mais aux grands sujets environnementaux datent des années 90. Mais progressivement, on a eu des investisseurs, et c'est très bien, de plus en plus matures sur la question environnementale. Aujourd'hui, ce qu'on découvre de façon accélérée, c'est qu'effectivement, il y a aussi une matérialité que les agences ESG, et en particulier chez VI, nous exploitons au travers de l'ensemble de nos experts pour pouvoir établir que, effectivement, les critères qui reposent sur une méthodologie bien spécifique pèsent. On va parler de ces critères, effectivement, mais sur la prise de décision de la notation, en fait, qui décide? Est-ce que c'est vous qui prenez la décision d'aller noter Michelin, Orange ou Pernod Ricard, ou est-ce que ce sont les émetteurs, sociétés cotées, qui vous sollicitent, qui vous demandent une note en fait, on a ce qu'on appelle des notations non sollicitées, qui est vraiment l'historique de la notation ESG, et qui est en fait achetée par ces messieurs, qui sont des investisseurs et qui viennent et qui nous disent, voilà, nous avons besoin de travailler sur tel univers, et donc on a une composition d'un univers à partir duquel on vend de la donnée ESG. De plus en plus, les émetteurs viennent vers nous et demandent ce qu'on appelle une notation ESG sollicitée, justement au support de leur projet de transformation. Vous avez des directeurs financiers qui vont venir tout à l'heure. Certains d'entre eux font appel à des notations sollicitées pour comprendre comment accompagner des projets de transformation, notamment en matière de transition énergétique, et valoriser au travers de la mesure d'impact, de critères ESG bien ciblés ou globaux, comment est-ce qu'on peut assurer que ce soit les banques, que ce soit les investisseurs, les actionnaires, qu'on est effectivement bien en train de déployer une gestion des risques extra-financiers qui va permettre effectivement d'apporter de la valeur in fine. David Suprina, chez Candriam, vous, justement, ces notations, c'est vous qui les utilisez pour définir un univers d'investissement, en fait? C'est comme ça que ça marche? Notre rôle chez Candriam, c'est de délivrer une performance pérenne. C'est ce à quoi s'attellent quotidiennement nos gérants. Et pour ce faire, nous avons utilisé toute une série de sources d'informations, de connaissances ESG. La première source, c'est celle de nos analystes. Une équipe d'analystes dédiée ESG de 15 personnes qui... Donc en interne. En interne, exactement. Interne. Des experts, des personnes qui parfois sont passées par des maisons telles que Vigeo dans leur carrière et qui donc fournissent à nos gérants au quotidien de l'information, de la connaissance sur les entreprises dans lesquelles nous investissons. De sorte que nos gérants intègrent dans leur prise de décision, dans leurs allocations de capital, ces informations, ces connaissances. Le point clé ici, c'est de se focaliser sur les aspects matériels. Vous avez employé ce mot et vous avez raison de le souligner. Nous avons aujourd'hui accès à une quantité phénoménale d'informations, de données. Alors comment on fait le tri, justement? Comment on retient les bonnes notations, les bons critères dans tous ces ensembles
de données, en fait. C'est une des questions qui nous occupe beaucoup. Donc, notre point de vue, c'est que la donnée ESG, vous pouvez soit la sous-traiter complètement à une maison de recherche ESG externe, et dans ce cas-là, vous avez accès à une donnée de bonne qualité, mais vous ne maîtrisez pas cette connaissance. Et notre voie, c'est d'avoir des analystes dédiés qui se focalisent sur cette recherche, qui eux-mêmes ont un accès direct aux entreprises, vont dialoguer avec les entreprises en vue de récupérer cette connaissance et de pouvoir l'intégrer, mais également accéder à des données fournies par des fournisseurs les meilleurs de la place, tels que Vigeo. Et donc c'est la combinaison des deux, de cette recherche interne et de données externes, qui nous permet de couvrir à la fois un univers assez large pour nourrir nos gérants dans les marchés émergents, dans la dette à haut rendement, dans des fonds thématiques, donc une gamme très large, et en même temps d'avoir aussi une connaissance fine des entreprises dans lesquelles nous investissons en vue de délivrer cette performance pérenne. Alors, il y a une deuxième combinaison qui intervient, vous l'avez un petit peu esquissé tout à l'heure, Aymeric Préaubert, c'est celle donc des données à la fois non financières, les notations, et puis des données que j'ai envie de qualifier traditionnelles, financières, sur les entreprises. Comment est-ce qu'on mixe les deux ? Comment on fait pour tenir compte aussi des éléments financiers ? C'est une très bonne question. On n'a pas la prétention de détenir une vérité, mais je vais vous expliquer ce que l'on fait chez Sycomore et à quelle conclusion on est arrivé. Notre point est, je le répète, de générer de la performance pour nos clients. C'est notre. Alors, à partir de là, il faut évidemment regarder les critères financiers, le modèle économique, le bilan, les barrières à l'entrée, les croissance traditionnelles. Mais il faut aussi regarder les autres critères. Comment balancer tout ça ? On a construit un outil, parce que je le disais, on a démarré à étudier l'analyse de ces critères il y a maintenant près de 20 ans, quand on a créé l'entreprise. Mais on a évidemment fait évoluer, affiner, et c'est une démarche en cours. On ne prétend pas être arrivé au bout. On est en train, tous ces sujets-là sont des sujets en construction. On dialogue beaucoup, donc avec effectivement des agences de notation, les entreprises. Et on a développé il y a maintenant plus de 10 ans un outil qu'on appelle SPICE. On aime bien les mots un peu marketing. Chez Sycomore, ça veut dire quoi, SPICE ? Ça veut dire S pour Society, P c'est People, donc l'aspect humain, le I c'est Investor, et c'est pas un hasard, c'est la lettre au centre, parce que nous sommes des investisseurs et c'est l'aspect modèle économique et financier, et puis, mais qui intègre également la gouvernance que l'on met là-dedans, le C pour client et le E pour environnement. Et une fois que j'ai dit ça, donc c'est un petit peu les 5 piliers, et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on analyse une entreprise, il y a l'aspect financier, l'aspect extra-financier, et il y a également son environnement. Parce qu'on pense qu'une entreprise n'est gagnante sur le long terme que si son environnement est gagnant. Massacrer son fournisseur, c'est bien, ça fait gagner de l'argent 1 an, 2 ans, 3 ans, mais si on n'a pas un fournisseur qui investit, qui se porte bien, ça ne marche pas à long terme. Donc il faut que l'écosystème que je viens de décrire fonctionne, ce qui augmente beaucoup le travail d'analyse. Et une fois que j'ai dit tout ça, on a décidé, chez Sycomore, de dire le I, c'est-à-dire la partie investisseur financier, représente 50% de l'appréciation de la note globale, si vous voulez, et le non financier, 50%. Parce que c'est ce que je dis depuis le début, il n'y a pas de primauté, c'est pas parce qu'on regarde l'ESG qu'on va se dire c'est pas important qu'il y ait un bilan pas solide. Et inversement, une société qui a des bons résultats financiers mais qui néglige totalement ses aspects non financiers est en risque à moyen terme, pour plein de raisons. Donc on a fait ce choix de mettre le même poids pour les critères financiers et extra-financiers. Et ensuite, et David l'a rappelé avec justesse, c'est qu'il faut ensuite pondérer de manière pragmatique les autres critères. Le people aura un poids plus fort, je parle au sein de ces 50% non financiers, sera plus fort dans une société de service qu'une société industrielle, et inversement pour le critère environnement. Puisque l'empreinte, c'est du bon sens. In fine, ce que l'on essaye de faire, c'est d'avoir une analyse qui soit pragmatique, qui saisisse les enjeux. C'est très difficile, mais qui nous permette de bien comprendre à la fois les risques, mais aussi le potentiel de croissance. C'est ça qui m'intéresse plus. C'est que dans ces métiers, dans ces régulations, il y a plein de nouveaux métiers. On pourrait en parler des heures dans la transition énergétique. C'est source de croissance et donc de performance. Sabine Lecointe, vous parliez tout à l'heure de notation sollicitée, de notation non sollicitée. Est-ce que les entreprises jouent le jeu, en fait ? Est-ce qu'elles jouent vraiment le jeu ? Comment ça se passe dans la relation avec elles quand vous devez parfois attribuer une mauvaise note ? Alors d'abord, on aime bien les chiffres, à commencer par le ESG aussi. En 2013, il y avait simplement moins de 35% des entreprises qui déclaraient, je parle d'entreprises cotées, qui déclaraient ce qu'elles faisaient en termes de gestion de leurs risques environnementaux, sociaux et de gouvernance.
Aujourd'hui, ce n'est pas encore parfait, mais on a dépassé les 65%. Donc on est sur... et je parle de sociétés dans le monde entier, hein, donc, parce qu'évidemment, en fonction des législations, vous avez des obligations de reporting qui sont plus ou moins développées. Et on sait qu'en ce moment même, au niveau de la Commission européenne, un certain nombre de travaux sont en cours pour pouvoir renforcer cette obligation de communication sur les éléments d'appréciation de risque ESG. Ce qu'on a vu aussi, c'est que, je parlais tout à l'heure de notation non sollicitée, qui est le, on parle de core business, hein, qui est le cœur de l'activité de Vigeo Eiris. En fait, nous interagissons malgré tout avec les émetteurs. C'est-à-dire que nous, sur une plateforme, ils sont informés du moment où ils vont être notés, ils reçoivent une information, ils ont accès au questionnaire et ils peuvent tout à fait interagir avec l'analyste qui est en charge de la notation à deux moments. D'abord pour pouvoir renvoyer leurs propres éléments de réponse par rapport à l'ensemble du questionnaire qui repose sur une méthodologie extrêmement solide, étayée sur des textes, notamment juridiques, mais aussi sur des matrices très, très spécifiques de questionnement. Et donc, il peut y avoir une discussion où l'émetteur va dire, à tel ou tel endroit, voilà les informations qui n'ont pas été rendues publiques dans le cadre de reporting public, donc, mais qui sont importantes et que vous devez connaître pour que vous puissiez avoir une bonne appréciation des risques extra-financiers. La deuxième chose, c'est que, et je reviens sur ce point très important, les émetteurs ont compris que, parce que quand on est chez un émetteur, on parle de RSE. La RSE, ce n'est pas juste pour faire du marketing, ce n'est pas juste pour mettre un peu de vert ou de bleu ici ou là, ça va beaucoup plus profondément répondre à plusieurs aspirations. Celle des salariés au premier chef, parce qu'un des enjeux pour les émetteurs aujourd'hui, c'est d'attirer les meilleurs talents et de les garder le mieux longtemps possible dans leurs organisations où qu'ils se trouvent sur le territoire mondial, puisque les entreprises cotées aujourd'hui sont évidemment réparties partout dans le monde. La deuxième chose, c'est effectivement dans leur relation avec leurs clients, leurs fournisseurs, et qu'il y ait une reconnaissance de la juste appréhension des différents risques environnementaux, sociaux et de gouvernance dans les produits et les services qui sont vendus. Et la dernière chose, c'est effectivement vis-à-vis des actionnaires, des banquiers, des sociétés financières qui les accompagnent dans le financement de leurs projets. Et les émetteurs ont découvert de plus en plus la capacité qu'ils avaient en intégrant des éléments extra-financiers, de mieux converser avec les actionnaires, avec leurs banques, avec les sociétés financières, et d'aboutir d'ailleurs à de meilleures transactions grâce à ça. Émetteur, vous nous disiez 5000 sociétés notées à travers le monde. Absolument. C'est une question de grosses de grandes entreprises, c'est des blue chips. Qu'en est-il des small limits? Les small limits, ils viennent à l'ESG ou c'est plus compliqué? Ça fait effectivement partie des plus grandes entreprises. On a également, parce que ça c'est un marché qui est en plein développement, des sociétés qu'on appelle des SMID, hein, donc des sociétés de moyenne taille, pour parler de façon directe, qui ne sont pas nécessairement cotées et qui viennent nous voir quand elles ont un projet d'acquisition, elles ont un projet de cotation, elles ont un projet de spin-off. Et elles viennent chercher une évaluation, une mesure d'impact aussi, une évaluation de la façon dont elles gèrent les risques extra-financiers, des mesures d'impact qu'elles vont pouvoir proposer aussi lors de leur roadshow à de futurs actionnaires, à des financiers. Donc, ce n'est pas réservé aux grosses entreprises. Absolument pas. Voilà. Alors, messieurs, le temps tourne. Alors, on va avancer et on a envie de connaître des noms de bons élèves de sociétés à mettre en portefeuille parce qu'elles se comportent bien en E, en S et en G. David Souprina, est-ce que vous avez quelques noms à nous donner? Écoutez, chez Candriam, nous aimons beaucoup les petites ou moyennes sociétés européennes, très bien positionnées sur les grands thèmes. On a parlé du changement climatique, on pourrait parler de l'économie circulaire, sur lequel on vient de lancer un fonds cette année, Candriam SRA Circular Economy. Et donc, dans ces fonds, on va trouver des entreprises qui apportent de vraies solutions. Je pense à, par exemple, Corbion, une entreprise néerlandaise qui se spécialise dans le développement de bioplastique, ou Carbios, une petite société française qui, elle, est sur le développement. On parlait de small limit tout à l'heure, là, oui, pour le coup, de la très petite société, mais qui va trouver des solutions, en tout cas qui travaille sur des solutions pour créer des bactéries qui vont digérer les plastiques. On pense à Nel, une entreprise norvégienne qui, c'est très à la mode pour l'instant, qui travaille sur l'hydrogène et une façon durable, pérenne et qui émet peu de CO2 de produire de l'hydrogène, potentiellement le futur carburant pour le transport aérien et une partie du transport routier, alternative aux énergies fossiles. Donc en Europe, on trouve de belles sociétés, de belles pépites comme celle-là, et des sociétés dans lesquelles donc, nous investissons, pour autant bien sûr que la valorisation soit attractive, parce que ce n'est pas tout pour une société d'avoir un beau business model, d'avoir un positionnement très attractif. Encore faut-il que
nos gérants trouvent de la valeur dans ces sociétés. On revient aux critères traditionnels. Absolument. C'est à la fois une combinaison de facteurs extra-financiers, d'alignement avec ces grandes thématiques, et aussi de facteurs purement financiers, et les deux jouent. Aymeric Préaubert, quelques noms de belles histoires boursières, de valeurs ESG, et aussi au passage, est-ce qu'il y a des secteurs qui sont totalement exclus de vos fonds ESG? On n'a pas vraiment de démarche sectorielle. Alors certes, il y a des exclusions, mais qui sont évidentes dans des métiers des énergies fossiles, les mines à fragmentation, l'armement, etc. Mais ça, c'est pas très discriminant, c'est pas l'essentiel. On préfère être dans des secteurs qui sont... Regarder la dynamique, parce que je pense qu'il faut aussi, c'est un autre débat, mais être pragmatique. On ne peut pas se priver du jour au lendemain du pétrole. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut acheter les majors pétroliers, mais il faut avoir une démarche pragmatique. Je prendrai 3 exemples pour répondre à votre question. Très vite, parce que le temps tourne. Santé, efficience énergétique et mobilité dans la santé Pharmagest. Ça a progressé, c'est des logiciels pour les pharmacies. Ça a pris 50% cette année, mais il y a beaucoup de relais de croissance dans la télémédecine, notamment les EHPAD. La deuxième est Rockwool. Rockwool, c'est un groupe danois qui est le leader mondial des solutions d'isolation à partir de laine de roche. Ça a l'air très technique comme ça, mais ça veut tout simplement dire ça isole les bâtiments. Potentiel là aussi, alors ça a fait 60% cette année de hausse. Le potentiel de croissance est important. Rien qu'en Europe, le plan de l'Union européenne d'isolation des bâtiments, c'est une source majeure d'émissions de CO2 par unité du chauffage, donc Rockwool. Puis la troisième, petite pépite, alors je suis presque... On se dit toujours, est-ce que c'est trop tard pour acheter? C'est Alphen qui a gagné 260%. C'est-à-dire, si nos fonds thématiques ont bien marché, c'est qu'il y a eu des belles histoires boursières à l'intérieur. Alphen, c'est une société qui est dans le domaine de la mobilité durable et qui propose à la fois des solutions de stockage de l'énergie ainsi que des bornes de recharge, en particulier en Europe. Et on est au tout début de ces nouveaux métiers. Très bien. Écoutez, merci beaucoup. Merci à tous les trois. Merci pour cette réflexion autour de la gestion ESG. On espère que la discussion aura permis à nos téléspectateurs, aux investisseurs particuliers d'y voir plus clair en matière d'ESG. Et en tout cas, on espère avoir prouvé que l'exigence en matière environnementale, en matière sociétale et en matière de gouvernance n'est pas contradictoire avec la performance boursière, bien au contraire. Merci de nous avoir suivis et dans quelques instants, vous retrouvez Muriel Breyman, journaliste d'Investir, qui reçoit le patron d'AXA, Denis Duverne. Merci beaucoup.